Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici les titres de ce journal. Les universités doivent-elles bannir les conférences politiques après la mort tragique du jeune militant nationaliste Quentin Derenc à Lyon et les polémiques qui ont suivi? L'organisation de ces événements soulève de nombreuses questions. Éléments de réponse dans cette édition dans un instant. Dégâts, consternation après les crues historiques de la Loire, la Garonne et d'autres cours d'eau ces derniers jours. L'heure est à la constatation des dégâts pour de nombreuses habitations, vous le verrez, mais également pour les agriculteurs. Nous irons en Gironde pour découvrir les pertes engendrées par ces inondations dans une exploitation agricole. Dans ce journal également, un comédie club dans une remontée mécanique en France. C'est le concept insolite proposé par une station de ski des Alpes pour ses vacanciers. Prenez vos places pour y assister, bien évidemment, avec nous dans un instant. Nous irons à Limoges pour découvrir enfin les championnats du monde de chou farci, un plat traditionnel dans de nombreux pays et dont la compétition a tenu toutes ses promesses, vous le verrez, avec des candidats venus du monde entier, des images à ne pas manquer. Je vous le disais dans les titres, la mort du jeune Quentin Derenc, militant nationaliste qui a perdu la vie à Lyon il y a plusieurs jours, soulève une question majeure. Doit-on interdire les conférences politiques dans les universités en France? Nous nous sommes rendus à l'université de Lorraine pour interroger étudiants et professeurs. Qu'en pensent-ils? Regardez. Moselle TV, Florent Arnold. Depuis un an, les violences politiques se sont intensifiées à l'université de Lorraine. À Nancy, un étudiant avait reçu 3 jours d'ITT après avoir été agressé par un groupuscule d'extrême droite à la sortie d'un cours de sport. De l'autre côté, un étudiant syndicaliste de droite a reçu du gaz lacrymogène, probablement par un militant d'extrême gauche. Ce qui se passe dans la société autour de nous, on le retrouve à l'université qui est un lieu de débat contradictoire, argumenté, qui est aussi un lieu d'expression. Pourtant, en réaction à la mort d'un militant identitaire à Lyon, le gouvernement a transmis mardi 17 février une circulaire pour interdire les conférences politiques jugées à risque dans les établissements universitaires. Nous, notre travail, c'est d'éveiller l'esprit critique. Donc partir du principe qu'on n'invitera plus jamais de personnalités du monde politique dans les universités me paraît être absurde. En revanche, apprécier au cas par cas les risques de troubles à l'ordre public associés à chaque événement, c'est notre travail. En cas d'avis défavorable de l'université de Lorraine quant à la tenue d'une conférence, ce sera au juge administratif de trancher. Une garantie qui ne rassure pas l'UNEF, qui voit dans cette circulaire un outil de censure politique. Cette circulaire, elle a ce but-là, de pouvoir annuler des événements politiques sans aucun motif autre que éventuellement ça pourrait mal se passer. De l'autre côté du spectre, l'UNI se désole de l'impact que peut avoir ce climat délétère sur la vision qu'ont les étudiants de la politique. C'est pas un bon message à envoyer aux étudiants en disant voilà ce à quoi la politique amène. C'est un événement où tout le monde doit avoir des leçons à en tirer. On a une responsabilité vis-à-vis des gens qui militent, on a une responsabilité vis-à-vis du public. Hélène Boulanger confie s'attendre à recevoir des demandes d'organisation de conférences politiques prochainement, une façon, selon elle, de l'attester. Toujours dans l'actualité, après les crues historiques de plusieurs fleuves et rivières en France, l'heure a sonné pour constater les dégâts un peu partout. De nombreuses habitations ont été endommagées en Occitanie et dans l'Ouest, mais ces crues ont également ravagé de nombreuses exploitations agricoles. Reportage en Gironde avec TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, Juliette Huard et Tristan Lambert. Des bâches arrachées et des serres endommagées. Maraîcher à Bazas, Rémi a aujourd'hui tout perdu. Les bâches ici qui se sont éclatées sous la pression du vent. Tous les fils sont à retendre qui tiennent la structure de la serre. Si on regarde derrière, on a toutes les portes qui ont explosé. Donc oui, ça nous fait du travail où à un moment donné où on n'avait pas besoin, quoi. En à peine 10 jours, pas moins de 3 tempêtes ont déferlé dans le sud-ouest, provoquant fortes pluies et vents violents. Conséquence, en Gironde, une centaine d'exploitations agricoles seraient impactées. Les plantes ont du mal à vivre les pieds dans l'eau. Il va y avoir des dégâts, des productions qui vont être intégralement perdues, d'autres avec des pertes de rendement conséquentes, voire on peut imaginer des plantes pérennes, notamment je pense aux kiwis, qui sont sous l'eau en vallée de Garonne. Ça n'aime pas du tout avoir les pieds dans l'eau. Voilà. Selon la vitesse à laquelle le sol va se ressuyer, il risque d'y avoir une mortalité très importante.
Face aux dommages causés, l'État a décrété l'état de catastrophe naturelle pour les communes touchées. Des dispositifs de soutien aux agriculteurs sinistrés ont également été déployés. La mobilisation des outils qui existent, c'est-à-dire le dispositif calamité agricole ou le dispositif indemnité de solidarité. Calamité agricole, c'est pour les pertes de fonds de l'outil. Indemnité de solidarité, c'est pour les pertes de production. D'où la nécessité d'être très réactif. Au fur et à mesure où l'eau va disparaître, on va pouvoir intervenir de plus en plus sur les exploitations. Triste anniversaire, il y a 4 ans, la Russie envahissait l'Ukraine. 4 années de guerre où les forces armées ukrainiennes tentent de résister aux attaques russes. Dans ce combat armé, les drones jouent un rôle majeur. Et pour contrer ces attaques, les Ukrainiens utilisent notamment des filets agricoles français. Vous allez le voir. Écoutons sur ce sujet le président d'une association du Tarn-et-Garonne au micro de la Dépêche du Midi, Lisa Hervé. On va récupérer à peu près 19-20 rouleaux. Ces filets, ils se retrouvent maintenant sur le front. Vous pouvez le voir comme ils sont installés. Hein. Il y en a à droite, à gauche et au-dessus. Et donc ça va protéger les véhicules civils qui circulent des attaques de drones. Ces filets par agrèle, ils ont été validés par les militaires sur place parce qu'ils sont solides, ils sont légers, ils ne sont pas sensibles au vent. La situation, elle est assez simple hein, puisque vous avez un front avec des civils qui restent encore sur place, qu'il faut aider, mélangés à de nombreux militaires et de nombreuses forces ukrainiennes qui sont là pour protéger les civils et protéger le front. Donc c'est des bombardements qui sont intenses. C'est pas vraiment une guerre pour moi, c'est une chasse que mènent les Russes sur les civils. Tout autre chose maintenant, l'apprentissage est-il un domaine voué à disparaître? Les chambres de métiers et de l'artisanat tirent la sonnette d'alarme. Dans le budget 2026, l'État a décidé de diminuer ses aides aux apprentis et à leurs établissements de formation. Une situation qui met en péril l'avenir de dizaines de métiers ancestraux. Les explications avec Vosges TV, Marie-Danielle Rogovitz et Anne Didier. Les chambres de métiers de l'artisanat tirent la sonnette d'alarme. En témoigne cette lettre ouverte au gouvernement et relayée par les chambres de métiers de France. L'apprentissage serait menacé par la baisse du soutien de l'État au CFA, les centres de formation des apprentis. Une baisse des ressources d'environ 30 millions d'euros en 2025. Des filières pourraient fermer à la rentrée. Moins d'apprentis, ce sont aussi moins d'artisans à l'avenir dans des métiers de proximité souvent en tension. Nous sommes inquiets donc de l'avenir de nos formations, de l'avenir aussi de la pérennité de nos métiers et de nos entreprises. Aujourd'hui, si on ne forme pas, on n'aura pas de salariés, déjà que c'est déjà compliqué pour certaines entreprises de recruter. Aujourd'hui, les chambres qui sont gestionnaires de centres de formation d'apprentis n'ont plus la garantie de pouvoir maintenir les filières de formation sur l'ensemble du territoire national, partout où des jeunes veulent se former au métier. Il y a effectivement un désengagement de l'État qui est assez net. L'apprentissage pourtant répond à des attentes pour des jeunes comme Anaïs qui a choisi de quitter l'école pour se former à la vente et au commerce au CFA d'Épinal. C'est le fait d'alterner entre l'école et le travail en fait, parce qu'on a des choses qu'on apprend sur le terrain et qu'on n'apprendra pas forcément en cours. L'État a déjà diminué l'aide à l'embauche d'un apprenti de 6 000 à 5 000 euros pour une entreprise de moins de 250 salariés et pour raison d'économie envisage un nouveau coup de rabot, de quoi démotiver les maîtres d'apprentissage et laisser des jeunes sur le carreau. Ces jeunes, s'ils ne sont pas en emploi dans les entreprises, en travail, ils vont continuer quand même à la société, soit par le chômage, soit par le RSA. Je crois que le système-là coûtera plus cher que de l'investissement sur la formation. Voilà, et puis vous le savez, cette semaine avait lieu le Salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris, un événement qui met en avant l'élevage français, mais également notre gastronomie et nos papilles. Des concours sont organisés pour décerner des prix dans de nombreuses catégories culinaires. Et je vous propose d'écouter un producteur de liqueurs de verveine, ce n'est pas commun, de Forez, que TL7, la chaîne de la Loire, a pu rencontrer avant la compétition. Thibaut Rivière.
Une dizaine de jours avant le concours, il y a l'inspecteur du concours qui passe faire des prélèvements de marchandises. Donc nous, il est passé la semaine dernière, il a commencé à poser les scellés pour pouvoir certifier que c'est lui qui a bien sélectionné à l'aveugle les produits dans notre stock. On sait que c'est des bons produits. Après, c'est souvent la problématique de ces concours, c'est souvent le ressenti. Une liqueur peut plaire à certains et peut pas forcément plaire au palais d'un autre jury. On ne présente pas toutes les cuvées dans la mesure où on n'a pas forcément des quantités suffisantes pour pouvoir répondre à une éventuelle demande boostée par une médaille. Au niveau économique, c'est plus celle-ci, et là c'est plutôt pour le côté cocorico et en mettant en avant le savoir-faire local et la spécialité autour de la verveine. Voilà, au Salon de l'Agriculture, toujours, le message des agriculteurs était clair, favoriser toujours les circuits courts. Face aux différentes crises, les boutiques de ces circuits courts ont le vent en poupe, vous allez le voir, avec une large gamme de produits issus d'une agriculture locale. Exemple près de Cholet, dans le Maine-et-Loire, avec ce reportage de TLC, la télévision locale du Choletais. Des productions locales directement amenées des exploitations agricoles au magasin. Depuis 13 ans, c'est le pari gagnant du circuit court qu'ont choisi les gérants de la ferme de chez nous. L'enseigne a fait de la proximité son cheval de bataille en vendant viande, produits laitiers, fruits et légumes issus d'un rayon de 100 km. Pourquoi ça nous tient à cœur de travailler avec les producteurs locaux? Parce que les 4 porteurs du projet ici à Saint-Léger sont tous producteurs avant d'être commerçants. Et donc du coup, c'est presque naturellement qu'on défend un peu les couleurs de notre blason. Proximité, saisonnalité ou encore météo, tant d'éléments qui peuvent parfois rendre compliquées les perspectives de développement de la filière des circuits courts, des facteurs qui viennent influer sur les stocks et les prix, mais qui ne découragent pas pour autant les 11 salariés qui travaillent dans le magasin. Chacun d'entre nous, on bricolait de la vente directe avec plus ou moins de professionnalisme, plus ou moins d'expérience, plus ou moins de moyens. Et du coup, l'idée, ça a été de se dire, ça vaut probablement le coup d'ouvrir un point de vente ambitieux qui nous permette de gagner une grosse visibilité et puis surtout qui permette de mettre en lumière nos produits. La ferme de chez nous est source de lien social dans un marché économique parfois dématérialisé et concurrentiel. On s'appuie toujours sur un vivier de clients très fidèles qui probablement pour une partie d'entre eux font un achat militant en venant à notre rencontre et puis pour toute une autre partie d'entre eux font un achat tout à fait classique et normal en venant chercher des produits frais, des produits de première nécessité, des produits locaux. À l'échelle européenne, la France est le 3e producteur de fruits et légumes, arrive en tête pour l'anecdote la pomme de terre, l'oignon et la tomate. C'est actuellement les vacances d'hiver et vous avez sûrement de la chance et vous faites partie de ceux qui ont pu partir au ski. Chaque année, les stations font preuve d'ingéniosité pour divertir les vacanciers. Et aussi insolite que cela puisse paraître, un comédie club s'est installé dans une remontée mécanique dans les Alpes. Regardez ce reportage de 8 Mont-Blanc. Emmanuel Jaude, prenez vos tickets. Transformer un téléphérique en scène de stand-up, c'est le pari un peu fou qu'ont décidé de prendre les stations composant le domaine de Paradis Ski. Un show donné à plus de 1600 mètres d'altitude, de quelques minutes à peine et qui demande autant de talent que de réactivité pour s'adapter à tous les publics. En tant que végétarien, est-ce que lécher un poulet c'est trompé? Oui. Je suis pas sûr, c'est moi j'ai demandé à ma copine. Hier c'était un peu étrange parce que jouer à 400 mètres de hauteur, c'est pas facile et les gens ils sont pas forcément là pour ça. Donc d'abord quand ils arrivent dans le téléphérique on fait connaissance, on discute, bonjour, vous venez d'où? Il y a plein de nationalités. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait rire des Slovènes. Voilà, donc ça, je trouve que c'est un bel accomplissement dans une vie. Une parenthèse de bonne humeur qui permet à la destination de confirmer son positionnement atypique et en constant renouvellement au fil des années. Après les dîners en plein ciel et autres traversées en skyline, l'idée de l'humour est, elle, venue tout droit de la capitale. C'est inspiré du Métro Comedy Club, qui est du coup des humoristes de stand-up qui font des spectacles dans les rames de métro parisiennes. Et donc, l'idée est venue de là et donc on a voulu dupliquer cette idée pour créer le premier spectacle de stand-up le plus haut au monde.
À près de 400 mètres du sol, les 8 humoristes sélectionnés donnent tout pour décrocher autant de rires que de sourires. Une prestation très appréciée mais qui nécessite un certain sens du timing pour savoir briser la glace. Là ils arrivent, ils ont fait 1 heure ou 2 de ski, ils montent, là ils voient la scène. En vrai les gens sont très cool parce que déjà ils sont en vacances et ensuite dans les Alpes j'ai l'impression que les gens sont assez chouettes. Mais il faut qu'ils se mettent dans le mood et nous le stand-up souvent ça prend du temps. Nous il faut les attraper vite, il faut envoyer des vannes qu'ils peuvent prendre. Et voilà. Oh, bonjour messieurs, dames, ça va, vous allez bien? Oui. Des spectacles express qui rythmeront les trajets des skieurs pendant les 2 prochaines semaines, assurant ainsi une belle ambiance et une expérience sans pareil pour tous les usagers des remontées mécaniques locales. Et puis si vous souhaitez skier avec vue sur mer, eh bien figurez-vous que cela est possible en Corse. L'île de Beauté est connue pour ses plages et ses décors paradisiaques, mais la Corse possède également 3 stations qui font le plein de vacanciers en cette période hivernale. Écoutons les skieurs de la station d'Ascaux en Haute-Corse au micro de Télépaésé, notre partenaire sur place, Théo Métayer et Damien Justine. Moi, c'est la première fois que je viens à Ascaux avec mes enfants. Ils n'avaient jamais fait de ski et du coup, ils ont appris hier sous la tempête et ils se régalent. Moi j'étais déjà venue pour faire de la rando et c'est la première fois que je viens faire du ski. On vient d'Ajaccio en fait. Les enfants n'avaient jamais skié et là ils sont sur les pistes, ils prennent le tire-fesses, ils font des descentes, ils font des bosses. Ils sont meilleurs que nous. C'est génial, vraiment génial. Ils nous mettent à l'amende. C'est la première fois parce que l'année dernière on était juste venus une fois pour faire de la luge puisqu'il n'y avait pas vraiment de neige et là c'est la première année où on s'est dit il y a de la neige donc on va venir à Ascq voir pour la semaine pour apprendre à skier. Les enfants c'est parfait. Là ils ont fait, ma fille a fait 6 heures de ski et voilà déjà au bout de 2 heures elle savait bien et c'est parfait pour eux, c'est pas dangereux, c'est avec le soleil. Et puis voici maintenant un reportage qui devrait vous faire plaisir. Je vous propose de découvrir la fromagerie Baudet qui a récemment remporté le titre de champion du monde de la raclette. Une distinction symbolique pour cette fromagerie iséroise que notre partenaire Télé Grenoble a pu rencontrer, sans doute aussi se régaler. Lucille Dailly. Elle trône, là comme au milieu de ses sujets. Celle qui dirige désormais le royaume des raclettes, championne du monde au lait de biquette, la Baudet pose sous le grill comme une reine porte sa couronne. C'est la plus belle, parce qu'on est champion du monde, mais d'un concours qui s'est passé chez les Suisses. Donc on a détrôné les Suisses quand même. Et s'il vous plaît, le seul titre français, toutes catégories confondues. Et on ne s'arrête pas là. Le bronze de la meilleure fondue savoyarde de France complète le tableau des médailles. La fromagerie Baudet ne cesse de grimper sur l'échelle de la fierté locale. Mais ici, à Montferrat, on ne prend pas la grosse tête, on savoure humblement avec le sourire. Des jours, on ne réalise pas encore. Mais pour nous, c'était la reconnaissance de notre travail et puis également pour toute l'équipe avec qui on travaille, avec qui on partage nos journées. Des journées longues pour répondre à chacun des clients qui se pressent davantage depuis le titre mondial. Mais chez Baudet, on a de l'expérience. La 4e génération de cette entreprise familiale porte un flambeau allumé en Valdaine il y a plus d'1 siècle. C'est donc mon arrière-grand-père qui est arrivé à Montferrat après la guerre, qui a trouvé que c'était un endroit où il y avait du lait et il a monté sa fromagerie. Ensuite, il a transmis l'entreprise à mon grand-père et ensuite, du coup, à mon papa et à ma tante. À Montferrat, on a arrêté la fabrication en 1990 pour rester indépendant et on s'est spécialisé dans l'affinage des fromages. Des fromages du Dauphiné, en première ligne, le produit star, c'est celui des producteurs locaux, de la montagne ou de la plaine. Ils portent l'Isère sur le devant de la scène. Baudet se charge, en arrière-boutique, d'en révéler le meilleur. Le fromage, ça se fabrique pas et ça se vend le lendemain. Il y a vraiment toute une histoire derrière. Il y a une fabrication, un affinage, et puis c'est vivant. Chaque fromage ne se ressemble pas, donc c'est vraiment atypique. Ici, l'Isère, dans ce qu'elle a de plus typique, n'a pas fini de surprendre. Et puis, puisque nous sommes dans les championnats du monde, en voici un autre, celui du chou farci. Un plat traditionnel dans de nombreux pays du monde et dont la compétition mondiale s'est déroulée à Limoges, en Haute-Vienne, avec des candidats venus du monde entier, bien évidemment. Et notre partenaire 7 à Limoges s'est rendu sur place, Lucie Montibus.
Si ce lundi matin, la place de la Motte et les halles centrales de Limoges semblent désertées pour l'instant, la manufacture Bernardaud, elle, fourmille de chefs cuisiniers, de commis et de brigades professionnelles réunis pour le championnat du monde du chou farci. Je pense que c'est ce genre de plat justement qui était fait traditionnellement dans le Limousin, en Corrèze, enfin dans toutes ces régions du centre de la France où on disait que c'était le plat du pauvre. On faisait le chou farci avec tous les restes. Donc je pense que c'est une vraie culture dans le Limousin pour ce genre de plat. Le chou farci, on en fait à Limoges, mais on en fait en Limousin, on en fait aussi dans plein d'endroits en France et dans le monde. Et c'est ça qui était très intéressant, c'est que l'expression autour du chou farci, elle peut se voir de manière asiatique, de manière américaine, de manière moyen-orientale. Toutes les cultures ont leur forme de chou farci. Au menu des 7 chefs finalistes venus du monde entier, la création en 4 heures maximum de 2 plats de chou farci entre 1,6 et 2 kg chacun. Ils ont certaines obligations à utiliser du porc, bien sûr, mais après ils peuvent faire jouer un peu leur imagination. Là-bas, vous allez voir, il y a du homard avec le Saint-Jacques, des langoustines. Là-bas aussi, un peu de homard. Là-bas, il y a beaucoup de légumes, des pommes. Pour la 2e édition de ce championnat du monde du chou farci, une demande spécifique du président du jury. L'idée, c'était d'accompagner ce chou farci avec une sauce végétale. Voilà, je trouve que c'était un joli défi parce qu'on peut faire de très bons jus justement uniquement avec des légumes. Autre ambiance dans le ventre de Limoges en soirée, le prix est décerné au seul chef français de la sélection. Le nouveau champion du monde de chou farci est Olivier Caillon. La sucrosité du chou de Pontoise a fait le truc. Le montage en melon, c'est une technique qui est peu utilisée mais qui ressemble un peu à une paupiette de veau. Et poché dans un bouillon de légumes, le pochage permet au chou de garder son côté tendre et de ne pas être trop amer. La sauce, le secret, c'est le vinaigre de vin jaune. Et le vin jaune, vive le Jura. C'est un livre événement que vous avez peut-être déjà repéré dans votre librairie. Son titre, Monaco interdit. Il lève le voile sur les dérives et les intrigues de la principauté. Claude Palmero, l'auteur de cet ouvrage, y dénonce la corruption et le monopole dans le secteur immobilier. Plus de détails avec ce reportage de Christophe Rigaud. Regardez. C'est le livre qui fait trembler Monaco. Son auteur est un homme de l'ombre. Claude Palmero a été l'administrateur des biens de la principauté pendant plus de 20 ans. Grand argentier du Rocher, Claude Palmero a été limogé en 2023 pour avoir contrarié de nombreux intérêts privés. Il publie un livre-choc, Monaco interdit. Un ouvrage destiné à briser l'omerta qui a poussé l'avocate Sandrine Pégan à en rédiger la postface. Ce que connaît le grand public de Monaco, c'est le faste, c'est le glamour. Mais derrière l'apparat, Claude Palmero dénonce tous les dysfonctionnements qui ont lieu au sein de ce micro-État, et notamment par rapport à la corruption, notamment par rapport au blanchiment d'argent. La gouvernance de Monaco, d'après Claude Palmero, n'a pas su garder ses distances avec les milieux financiers puissants et hégémoniques qui ont bâti leur fortune colossale dans l'immobilier. Dans Monaco interdit, Claude Palmero livre un témoignage inédit sur les secrets de la cité-État, gouvernée sous l'influence d'intérêts financiers et immobiliers puissants. Il faut comprendre que Monaco, c'est un État qui fait 2 km en voie terrestre. Et donc pour s'agrandir, forcément, on va s'agrandir sur la mer. Et donc il y a des marchés publics, des appels d'offres, et donc des promoteurs, et donc il y a de la corruption. Lutter contre la corruption et les monopoles, c'est aujourd'hui le combat de Claude Palmero, qui souhaite déclencher un sursaut dans la principauté. Il faut qu'il y ait un véritable soutien de la part du peuple monégasque pour qu'à un moment donné, Monaco redevienne un État vertueux, pour que Monaco rentre dans la modernité. Et donc pour cela, il faut que Monaco passe inévitablement par un mode de gouvernance différent. Aujourd'hui, les révélations de l'homme qui en savait trop sur Monaco est un succès de librairie. Le livre n'est pas en vente dans la principauté, mais il est déjà en réimpression chez l'éditeur. Et puis dans ce journal maintenant, une dose de douceur. De plus en plus de postes de police et de gendarmerie adoptent des animaux de compagnie. C'est le cas au commissariat de police de Saint-Dizier en Haute-Marne avec l'arrivée d'un petit chat prénommé Menotte. Et vous allez le voir, ce collègue à 4 pattes a un rôle très précis. Reportage de Puissance Télévisions, Janice Gaillard. Dans ce commissariat, une policière pas comme les autres.
Voici Menottes, âgé de quelques mois et déjà un membre indispensable de l'équipe. Fin 2025, une idée a germé parmi les forces de l'ordre, celle d'adopter un chat pour apporter un peu de légèreté. Porté par la direction départementale de la police nationale et les équipes, ce projet a pu voir le jour avec l'aide du refuge de Saint-Dizier qui les a accompagnés dans les démarches. En janvier 2026, Menottes a pu poser ses pattes dans sa nouvelle maison. On a observé dans certains commissariats que le fait d'avoir un animal pouvait aider à accueillir, notamment avec les mineurs, notamment avec les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles, à vraiment avoir cette parole un peu plus libérée, un peu plus apaisée. Donc quand on s'est rapproché du refuge, on avait vraiment ce critère-là d'avoir un jeune chat qui soit en bonne santé déjà, ça c'était notre critère numéro 1. Et puis ensuite en second plan, on voulait un chat qui puisse être dans de bonnes circonstances avec des enfants, qui soit pas craintif. En déjà peu de temps, cette petite policière a déjà fait ses preuves. À partir du moment où Menottes est arrivée, on a vu déjà au sein des équipes que ça créait du lien, que ça avait cet effet un peu de brise-glace. Ça a amené un sujet très facile de discussion. Les gens se sont très vite impliqués aussi finalement parce que ça nécessite une organisation de service. On a eu des personnes, Menottes a très vite été à la rencontre de ces personnes en venant faire des câlins, en se posant juste à côté d'elle pendant les auditions et voilà, la personne finalement elle va se détendre toute seule. C'est quelque chose qui se fait très naturellement. Les forces de l'ordre souhaitent pouvoir pérenniser le projet en gardant cette recrue le plus longtemps possible. Pour Menottes, cette nouvelle vie de chat policier lui a aussi apporté une nouvelle famille. Alors, au revoir, c'est déjà la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.